Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Mes chers étudiants, nous arrivons pratiquement à la fin de notre module concernant l'audit général. Et puis, donc, nous nous attendons à des examens donc, de fin de module. Et par conséquent, donc, les étudiants auront besoin de comprendre un petit peu c'est quoi un examen en audit, quelle est la particularité d'un examen en audit, et puis quelle est la démarche à utiliser et quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir passer ces examens donc, dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui est souhaitable. Donc, la fin d'un cours, donc ça se concrétise par l'évaluation. C'est une évaluation qui doit déboucher sur le fait que l'étudiant doit valider son module, et c'est le souhait de tout le monde. Donc, sur cette base-là, nous allons vous présenter donc, la méthodologie d'examen en audit. Et dans ce cadre-là, je vais insister sur 3 points essentiels. Donc, j'ai recensé un petit peu les éléments qu'il faut aborder dans le cadre d'un examen. Puis, il faut parler de la spécificité de la matière, les compétences à maîtriser, par l'étudiant, et puis donc la démarche à utiliser. Vous savez très bien que dans le cadre du cours d'audit, on avait bien insisté sur le fait que c'est une matière de synthèse. Et d'ailleurs, dans le cursus, donc c'est une matière qui intervient donc en fin de formation, ça veut dire à la 3e année, et puis donc un approfondissement au niveau du master. Et par conséquent, c'est une matière qui a beaucoup de relations avec les autres matières, et par conséquent, l'audit A, donc premièrement, c'est une démarche, c'est une méthodologie. Donc, et par conséquent, donc ça répond à des exigences beaucoup plus professionnelles. Et le fait d'étudier donc l'audit en dernier lieu, donc c'est après avoir acquis un certain nombre de compétences en matière de gestion. L'audit, c'est une matière, c'est une discipline qui est en relation en même temps avec les règles d'éthique, parce que c'est un métier réglementé. Donc l'éthique, spécificité pour l'audit et l'éthique, c'est une matière qui exige beaucoup de comportement professionnel. Donc l'étudiant doit donc en même temps avoir une certaine maîtrise, donc un certain nombre de règles d'éthique. Les règles d'éthique, donc il doit les connaître. Donc, tout ce qu'on appelle règles d'éthique, de déontologie, etc. Donc l'étudiant doit les maîtriser. Donc l'audit a beaucoup de relations avec l'éthique et la déontologie. Donc c'est pour cela qu'on exige l'indépendance, donc qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, la compétence, donc un comportement professionnel, etc. Donc un esprit critique. Donc l'audit a une relation également avec la finance. Donc l'audit a une relation avec la finance. Et par conséquent, donc, vous savez très bien que dans le cadre de notre démarche, donc, on exige beaucoup donc, de procédés analytiques, donc d'analyse financière, de comptabilité analytique, budgétaire, prévisionnelle, etc. Donc, nous aurons besoin de ça. Donc, l'audit exige des compétences financières. Donc, on va maîtriser tout ce qui est financement, tout ce qui est donc, ratio d'analyse financière pour utiliser des procédés analytiques, et ainsi de suite. L'audit nécessite également la maîtrise de la comptabilité. L'audit a beaucoup de relations avec la méthode comptable, le code général de normalisation comptable, les référentiels comptables, etc. Donc, lorsque je parle de comptabilité, on a besoin de la comptabilité générale et en même temps de la comptabilité analytique. Générale et analytique. Parce que dans le cadre des calculs des coûts, donc on a besoin de la comptabilité analytique. Dans le cadre de calcul des marges, on a besoin de la comptabilité analytique. Dans le cadre de la comptabilité, il y a les principes comptables, les règles, les méthodes comptables, le plan comptable, etc., la présentation comptable, les méthodes d'évaluation. Et dans ce cas-là, on a besoin de la comptabilité générale. Donc les compétences à maîtriser, donc c'est les compétences comptables. Et puis, vous avez donc l'audit a beaucoup de relations avec la fiscalité. L'audit et fiscalité. Dans ce cadre-là, nous aurons besoin donc, de maîtriser les échéanciers fiscaux, les méthodes de calcul fiscal, etc. Donc nous aurons également donc, tout ce qui est calcul donc, des résultats, tout ce qui est calcul des retenues à la source, les déclarations, les délais, les majorations, les pénalités, etc. Donc un auditeur est censé connaître donc, de la fiscalité et par conséquent, il a besoin donc, de compétences fiscales. Et par la suite, donc l'auditeur doit avoir
également, et la chose la plus importante, donc surtout à l'époque actuelle, donc l'auditeur doit avoir de bonnes compétences en matière de système d'information et de technique. Pourquoi? Parce que toutes les informations qu'on traite maintenant, avec le système d'information, il est. On sait très bien que tous les processus d'affaires au niveau de l'entreprise, donc ils sont gérés par des systèmes d'information, et par conséquent, les systèmes d'information, ils sont gérés par l'État. On ne demande pas aux auditeurs d'être des informaticiens, mais on leur demande d'avoir un minimum de connaissances au niveau des systèmes d'information et au niveau des technologies de l'information. Pourquoi? Parce que toutes les informations sont traitées au niveau des systèmes d'information. Voilà donc un petit peu les éléments éthiques, donc d'autres compétences, donc l'audit et management, audit et organisation, etc. Audit et management, audit et organisation. Pourquoi je précise tout ça? Ben, je le précise dans le sens où donc, un étudiant, c'est-à-dire dans le cadre de la préparation de ses examens, ben, il doit avoir donc, un certain nombre de compétences, et puis le moment où il va traiter, donc planifier, programmer, etc., et mettre en œuvre donc, sa mission de vie, ben, il doit faire un petit retour sur ces cours qu'il avait étudiés, donc au niveau de la première année, deuxième année, troisième année. C'est pour cela que j'insiste au niveau de tous les étudiants lorsque vous arrivez à une matière de vie, donc vous arrivez à une matière de synthèse. Donc, management et organisation. Voilà donc un petit peu des éléments qu'on exige de l'étudiant, ce qui fait que l'étudiant, donc, dans le cadre de son travail, ben, il sera appelé donc, à appliquer ses compétences. Bon, on a parlé des règles de compétences et d'éthique, compétences et donc éthique, et puis déontologie, je peux ajouter déontologie. Donc, lorsqu'on parle de l'éthique et de déontologie, bon, là, on se réfère un petit peu à l'ensemble des normes que doit utiliser donc l'auditeur. Par exemple, le comportement professionnel. Donc, indépendance, comportement professionnel, esprit critique, secret professionnel. Ça, c'est des choses qu'on exige de l'auditeur. Donc, et par conséquent, ben, lorsqu'on va venir à l'examen, ben, on va tester est-ce que notre étudiant, est-ce qu'il s'est inspiré de ces exigences, est-ce qu'il maîtrise donc un petit peu ces règles de comportement professionnel, est-ce qu'il maîtrise donc ce qu'on appelle l'esprit critique, le secret professionnel, et en plus, il doit maîtriser également la démarche de l'audit. Il doit maîtriser la démarche. Ces choses très importantes, la démarche d'audit, c'est une compétence que l'auditeur doit maîtriser. C'est très important. Donc, on doit savoir comment prendre connaissance d'une entité auditée, comment accepter une mission, comment planifier une mission et comment mettre en œuvre une mission à travers donc, la programmation donc, d'une mission, à travers les assertions, les risques d'anomalies significatives, la mise en place des programmes, procédés de vérification, procédés de corroboration, analytique, etc. Maintenant, au niveau de la démarche à utiliser. Au niveau de la démarche à utiliser, donc au niveau d'un examen, c'est très important. Donc, je peux effacer de ce côté-là. Donc, au niveau de la démarche d'un examen, sachez très bien, mes chers étudiants, que votre ennemi numéro 1 au niveau d'un examen, c'est le temps. Donc, ennemi de l'étudiant, l'ennemi numéro 1 égale le temps. Ça veut dire que vous avez acquis des connaissances pendant tout un semestre, et puis vous arrivez à être examiné sur une période de 2 heures. Et par conséquent, pendant ces 2 heures, donc vous avez à bien comprendre et à bien utiliser tous les outils que vous avez acquis ici, et donc les mettre sur une feuille d'examen, et vous allez montrer à votre professeur que vous avez acquis un minimum de compétences qui vous permettront donc d'aller plus loin au niveau de l'examen, au niveau du cours d'études. Je vais insister sur 2 choses très importantes. La première des choses, c'est que vous avez, comme j'ai dit, le temps, c'est quelque chose de très important, il faut le gérer. Et par conséquent, donc, je reçois ma copie, premièrement, une lecture de la copie d'examen, de l'épreuve. Une lecture de la copie de l'épreuve.
Bon, une lecture de l'épreuve, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Hein, une lecture de l'épreuve, ça commence par le travail à faire. Travail à faire. Donc, la première des choses que je dois lire au niveau de mon examen, c'est le travail à faire. Qu'est-ce qui m'est demandé? Et à ce niveau-là, donc vous allez lire donc, ce qu'on vous demande et vous commencez par le travail à faire et après, bon, toujours il faut voir donc, vos copies, est-ce que l'épreuve, donc recto, verso, etc., si vous avez une étude de cas de synthèse et tout ça. Travail à faire et je dois savoir quelle est ma mission. Donc, quelle est ma mission au niveau de quelle est ma mission, bien évidemment, donc, dans le cas des examens, on vous met dans cette situation. Et par conséquent, cette situation, c'est comme une mission dans laquelle vous allez être affecté et vous devez savoir donc, quelle est votre mission et qui êtes-vous. Ça veut dire, dans le cadre de cette mission, ben, qui êtes-vous? C'est très important. Donc, si je sais qui suis-je, si je sais qu'est-ce qui m'est demandé au niveau de cette mission, et puis je sais qu'est-ce que je dois faire, donc bien évidemment, je dois voir donc, comment je dois faire mon examen. Vous m'excusez, je vais être obligé d'effacer donc, de ce côté-là. Hein, je vais être obligé d'effacer de ce côté-là. Donc je continue ma démarche de l'examen. Donc j'étais au point numéro 3, je sais donc qu'est-ce qu'on me demande au niveau de l'examen, quelle est ma mission, et puis qui suis-je au niveau de l'examen. Maintenant je vais structurer donc mon travail, je commence une lecture. Donc le point numéro 4, une lecture de toutes les preuves. De toutes les preuves. Très bien. Cette lecture, elle doit être ciblée. C'est une lecture donc, parce que je n'ai pas de temps. Mon temps, il est limité. Je sais qu'on me demande un travail, et puis dans le cadre de ce travail, j'aurai la question 1, 2, 3, etc. Ma lecture soit faite donc, en fonction, la lecture est faite en relation avec mon travail à faire. Donc ma lecture est faite en fonction de mon travail à faire. Et tout en lisant mon épreuve, par la suite, Inch'Allah, je vais vous donc montrer un petit peu dans le cadre d'une situation. Donc en fonction de mon travail à faire, je vais orienter ma lecture et au fur et à mesure, donc j'ai mon brouillon à côté, j'ai ma feuille d'examen, ça veut dire l'épreuve, je vais souligner les mots-clés qui me permettent de répondre à mon travail à faire. Donc souligner mes passages, qui me permettront de répondre au travail à faire. Qui permettront de répondre au travail. Ça veut dire pour répondre aux questions, hein, de répondre au travail. Très bien. Maintenant, donc, au niveau de mes travaux à faire, j'aurai plusieurs catégories de, hein, donc j'aurai plusieurs catégories de questions. Plusieurs catégories de questions. Catégorie de questions selon les professeurs et selon la nature de l'examen. Plusieurs catégories de questions. Bien, il y aurait des questions de définition. Ça veut dire des questions de définition. Donc, dans le cadre des questions de définition, c'est des questions dans lesquelles on teste est-ce que l'étudiant a bien assimilé donc, les termes de base au niveau de la matière. Donc là, ça veut dire commencez par, si vous avez des termes de définition, je vous conseille de commencer par définir donc de répondre à ces questions. Hein? Et puis donc la plupart du temps, on vous dit définissez donc selon vos propres mots, donnez donc votre avis, etc. Il y a des questions dans lesquelles on vous demande une opinion, un jugement. Donc, un jugement. Un jugement d'une situation. Un jugement d'une situation. Ça veut dire on vous présente une situation et puis on vous demande donc un jugement. Je donne un exemple. Bon, je peux vous dire donc est-ce que par exemple l'auditeur est en violation par rapport aux règles de déontologie, et puis je vous dis que il est en train d'auditer donc la société d'un membre de la famille, je ne sais pas. Donc là vous allez me dire est-ce qu'il est en violation ou il n'est pas en violation.
Bon, lorsqu'on vous demande un jugement, bon, ce qu'on attend de l'étudiant, c'est de donner un jugement. Est-ce qu'il est d'accord, il n'est pas d'accord, mais il doit argumenter. Donc, dans le cadre d'un jugement, on vous demande de argumenter. Donc, ça veut dire qu'une fois vous donnez votre jugement, ben, il faut l'argumenter, bien évidemment, selon ce que vous avez vu au niveau de votre cours. Et là, j'insiste trop donc, sur les étudiants qui me regardent. Donc, vous avez votre professeur. Donc, personne ne peut vous dire comment argumenter. Vous connaissez votre professeur. Donc, vous avez assisté au cours de votre professeur. Et vous savez comment, les points sur lesquels le professeur veut insister au niveau d'un argumentaire. Donc, vous allez argumenter, bien évidemment, avec des textes de loi, etc., des règlements, mais répondez donc selon les besoins du professeur, parce que vous allez être évalué par votre professeur. Donc, un jugement, une situation, donc vous allez avoir des QCM, des questions, des questions, à choix multiple, peut-être, des questions à choix multiple. Alors que vous avez des questions à choix multiple, donc vous cochez la bonne réponse. Vous avez donc 4 questions, une question avec 4 réponses. Donc, et par conséquent, vous allez choisir la bonne réponse. On peut vous donner plusieurs réponses qui sont bonnes, mais une est la meilleure. Donc, vous choisissez la meilleure. Bon, là, je ne peux pas vous dire qu'il y aura donc des notations négatives, etc. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'étudiant, lorsqu'il a des questions à choix multiples, moi, personnellement, je recommande à l'étudiant donc, de cocher donc, la question, la réponse, qu'il jugera, donc, qui a jugé, donc, que c'est la bonne réponse. Ne laissez pas donc, passer des QCM, surtout qu'il n'y a pas de notation négative, donc cochez au moins une réponse pour avoir donc, la probabilité d'avoir 25% de la réponse. Donc vous avez des questions de définition, des questions de jugement, donc des questions à choix multiples, et vous aurez des fois des calculs donc, à faire. Des calculs à faire. Donc vous aurez donc des calculs à faire. Et puis, après le calcul, un jugement. Et après le calcul, un jugement. Donc, vous avez des calculs à faire et plus un jugement. Donc, quelque chose que je recommande, c'est-à-dire de commencer par les définitions, si vous avez les définitions, parce que ça fait partie du cours. Si vous avez des QCM, commencez par les QCM. Après, donc, pourquoi? Parce que sur la base de ces éléments-là, on peut économiser du temps pour le laisser au cas de synthèse. Au cas de synthèse. Et puis vous aurez donc des jugements de situation, soit que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord, soit qu'il y a violation des règles de déontologie, il n'y en a pas, et puis vous aurez des questions à choisir. Commencez par ces éléments-là, c'est la chose la plus importante, parce que là, vous pouvez accumuler des notes. L'examen, c'est une question de tactique, c'est une question de stratégie. Parce que moi, je me présente à l'examen pour avoir des notes. Et par conséquent, je dois avoir une stratégie qui me permettra de faire, de cumuler des notes. Mais la chose la plus importante, c'est que tout cela doit être précédé par un entraînement. Moi, je demande à tous les étudiants, c'est-à-dire avant de se présenter à l'examen, qu'ils aient au moins passé des situations où ils ont passé 3 ou 4 examens. Et mettez-vous dans une situation de vraie situation d'examen. Ça veut dire que si votre matière elle est traitée en 2 heures, donc prenez des examens, des annales anciens, et puis mettez-vous en situation d'examen pendant 2 heures. Ne parlez à personne, éteignez le téléphone, etc. et prenez une feuille et rédigez votre examen, et arrivez à 2 heures, je dépose mon crayon. Et puis je prends la correction, et je vois là où je me suis trompé. Donc, et je fais cet entraînement 2, 3, 4 fois. Arrivé à l'examen, je ne suis plus stressé parce que je me suis mis en situation d'examen pendant 3, 4 fois. Et par conséquent, donc je viendrai à l'examen avec une situation où vraiment je suis très détendu parce que je sais comment ça se passe à l'examen. Donc, ce qui fait que, donc si je vous dis, le temps, c'est votre ennemi numéro 1, il y a un deuxième ennemi numéro 2. L'ennemi numéro 2, égale stress. On trouve des étudiants qui viennent le jour de l'examen, il dit, donc au moment de l'examen, il est complètement stressé, il ne sait pas où il a mis sa carte, il ne sait pas où il a mis son crayon, etc. Donc, mais ceci est dû à ça.
C'est-à-dire que vous avez le temps, vous savez que vous êtes pressé par le temps, et par conséquent, vous vivez une situation de stress. Qui sont les étudiants qui vivent cette situation de stress? Ce sont les étudiants qui ne se sont jamais entraînés à des examens ou des annales d'examen. Et l'entraînement aux annales d'examen, vous le faites tout seul. Premièrement, on commence un travail en groupe. On est assisté par le professeur au niveau des techniques, on passe un travail donc, avec petit groupe, et après, donc, lorsque les examens s'approchent, je passe à une situation d'entraînement tout seul, donc en situation d'examen. Je dis bien, je me mets en situation d'examen. Et je fais 2, 3, 4 examens, arrivé au grand examen, je suis déjà prêt. Donc, vous répondez en premier lieu aux questions de définition, de jugement, des choix multiples, et puis les questions de calcul, généralement, ça rentre dans les cas de synthèse. Dans les cas de synthèse. Dans les cas de synthèse, sachez très bien, chers étudiants, que c'est là où on accorde plus de temps. Et par conséquent, c'est-à-dire là, on vous donne la chance d'accumuler un peu de notes. Généralement, cette partie-là est constituée d'un tiers. Et puis, le cas de synthèse, il constitue les 2 tiers. Je crois, messieurs les professeurs, donc ils ne vont pas me contredire sur ce point-là. Ou bien des fois, on donne 2 grands cas de synthèse avec 50%. Mais moi, personnellement, donc je préfère qu'il y ait donc un tiers donc, pour des questions, là où l'étudiant peut avoir, donc, on peut évaluer son degré d'accumulation des connaissances. Et puis donc, au niveau du cas de synthèse, on essaie de voir est-ce que vraiment l'étudiant est prêt donc à traiter une situation, ça veut dire que c'est une mise en situation. Dans les cas de synthèse, on vous présente toutes les situations. Ça veut dire qu'on vous dit, vous êtes auditeur, et puis donc votre chef de mission, il est de retour, etc. Il nous a remis un rapport de réunion qu'il a tenu avec le client, etc. Et puis il a planifié de telle façon, il a ceci, cela, etc. Et puis on vous présente le système de contrôle interne de l'entreprise, l'organisation, et puis on vous présente un cycle avec les différentes étapes donc, qui se déroulent dans un cycle, et puis on va vous demander peut-être comment programmer. Donc, quels sont les procédés à mettre en place pour vérifier. N'oubliez pas que dans tous les cas de synthèse vont porter sur des cycles. Le cycle des ventes, le cycle des achats, clients, etc. Donc, ce qui fait que il faut que vous ayez un minimum de connaissance de ces cycles. Et par conséquent, au niveau des cycles ventes, vous savez très bien qu'il y aura des ventes, qu'il y aura des rabais, des remises, des ristournes, donc des procédés analytiques, des assertions du CPC. Donc au niveau des clients, il y a des assertions du bilan, il y a des risques d'anomalies significatives qu'on doit calculer, des tests de contrôle, des procédés donc, de vérification, des procédés de corroboration, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser parfaitement. N'oubliez pas que, donc, à ce niveau-là, il ne faut pas trop perdre du temps dans les brouillons. Donc, c'est une matière très technique, donc, qui nécessite, donc, comme je l'ai dit, donc, un certain nombre de compétences. Et l'enseignant, il s'attend à ce que vous vous présentiez au niveau de l'examen, que vous maîtrisez ces compétences. Et par conséquent, donc, ne tardez pas trop sur l'écriture de brouillon. Parce qu'il y a des étudiants qui écrivent sur le brouillon. Si vous voyez que vous avez la main facile, donc c'est très important de commencer directement votre rédaction. Et puis, n'oubliez pas une chose également, s'il vous plaît, les étudiants qui viennent à l'examen sans cahier, sans crayon, sans gomme, sans blanco, etc. Donc, les outils de travail, vous devez les avoir parce que vous n'avez pas de temps après à demander à celui-là, donc je sais pas, donc le blanco, etc. Et puis, en tant qu'auditeur, on doit s'habituer à travailler sans blanco, ni rature, etc. Donc, ne perdez pas trop de temps sur le brouillon. Si vous voyez que vous avez un facile comme le dit, vous rédigez correctement, écrivez directement sur le blanc. Et puis, si vous écrivez sur le brouillon, ne rédigez pas sur le brouillon. Mettez uniquement les idées clés sur le brouillon, parce que c'est les idées clés qui vont vous permettre ensuite de rédiger votre cas de synthèse. La plupart du temps, au niveau des cas de synthèse, on demande un rapport. On vous aide à travers des questions, donc vous répondez donc à travers ces questions. Je crois que c'est les éléments les plus importants. N'oubliez pas également, une fois que vous aurez terminé, n'oubliez pas de vérifier, est-ce que vous avez donc reprenez votre épreuve d'examen
tournez les pages et regardez et comparez est-ce que vous avez répondu à toutes les questions au cours de votre feuille d'examen. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous avez répondu à toutes les questions, donc, une fois que vous êtes sûr que votre plan est structuré et il est clair, donc, il n'y a pas de problème de souligner les titres clés, etc. Donc, il faut vérifier est-ce que vous avez mis votre nom, prénom, etc., le numéro d'examen. Et voilà, donc, la méthodologie de manière générale. Donc, si vous respectez ces règles, je crois, donc l'examen, c'est une question de démarche, c'est une question de méthodologie. Et l'examen, ça se prépare bien avant. Donc, entraînez-vous donc, à des examens avant que le jour de l'examen arrive. Voilà, donc, mes chers étudiants, donc, la démarche d'un examen. Donc, la séance suivante, Inch'Allah, je vais traiter avec vous un cas d'examen et je vais essayer donc de mettre en place les éléments donc, que j'ai prévus. Il y a un élément sur lequel je vais insister, surtout dans les cas de synthèse, parce que des fois on demande aux étudiants vous savez, lorsque vous allez donner un jugement, vous m'excusez, je vais passer de ce côté-là. Lorsque vous avez une situation dans laquelle vous allez donner donc, un conseil, vous allez faire une recommandation, etc., c'est quelque chose de très important. Il faut bien comprendre comment rédiger un rapport, comment rédiger une note, et puis lorsque vous rédigez une note à votre associé, à votre chef de mission, etc., vous allez rédiger une note à la direction générale. N'oubliez pas une chose qui est très importante. Donc, il y a 3 éléments à prendre en considération. Donc, éléments à prendre en considération dans la rédaction. Éléments à prendre en considération dans la rédaction d'une note, d'un rapport, etc. À prendre en considération. Pour la rédaction. Nous avons 3 éléments sur lesquels je vais insister. 1, il faut identifier. Ça veut dire, lorsque vous allez lire votre cas, il faut identifier, en fonction du travail à faire, identifier le problème. Donc, dans votre rédaction, vous identifiez le problème. Il faut donner l'impression à la personne à qui vous écrivez, comme quoi vous avez une bonne maîtrise, vous avez compris c'est quoi le problème. Parce que toutes les questions de maîtrise, c'est une question de problème. Deuxième élément, il faut analyser. Donc, dans votre analyse, analysez le problème. Mais lorsque je parle de problème, ce n'est pas dans le sens problème, c'est une équation à résoudre. Et lorsqu'on va analyser le problème, ça veut dire qu'on va dire voilà le problème, le contrôle interne présente des insuffisances, etc. Et finalement, donc la chose la plus importante, c'est la recommandation. Donc vous devez recommander parce qu'on a fait appel à vous au nombre divers, c'est pour recommander des solutions. Il y a une insuffisance du système de contrôle interne, voilà la solution. Et puis le 4e élément, c'est le comment mettre en place la solution. Comment mettre en place la solution. Voilà donc les éléments qu'il faut bien retenir. Donc retenez également ces points, identifier, analyser, recommander et mettre en place la solution. Donc si vous arrivez à ça, je crois que vous réussissez confortablement aux examens. Je vous souhaite donc un bon passage d'examen.